Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui décide de passer quelques jours de vacances en Italie dans un petit hôtel de Gênes. Mais à son arrivée, il réalise qu'un drôle de manège se joue dans une chambre voisine dont il aurait préféré tout ignorer. C'est une histoire de Paul Bourget intitulée « Complicité ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise, préparez-vous à refermer cette journée. Si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. Et on va commencer par prendre une très grande inspiration en gonflant le ventre. Et on évacue toutes les tensions de la journée à l'expire. À nouveau, une grande inspiration en gonflant les poumons. Et on expire à notre rythme. Prenez à présent simplement un moment pour observer vos sensations et concentrez-vous sur votre respiration, sans avoir aucune attente particulière. Laissez les pensées venir à votre esprit si elles le souhaitent, défiler et se dissiper à leur guise. Un peu comme des feuilles au gré du vent. Et recentrez doucement votre attention sur votre respiration. Soyez conscient de l'air que vous inspirez et que vous expirez. Des mouvements de votre corps à l'inspire et à l'expire. De votre ventre qui monte et qui descend. Pensez à bien détendre votre mâchoire, votre gorge et vos épaules qui sont complètement relâchées sur le matelas. Concentrez toute votre attention sur vos bras et vos mains pendant quelques instants, en prenant le soin de les relâcher complètement. Observez simplement les sensations qui apparaissent. Tout en continuant de concentrer votre attention sur votre respiration. Et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu.
l'histoire du soir. J'avais rencontré Edme Raymond sur le quai de la gare, à Milan, comme je montais dans un de ces trains emphatiquement qualifiés par les Italiens du nom de lampo, éclair. Là-dessus, comptez que vous arriverez avec 2 heures de retard sur un trajet qui en dure 5. Comment se fâcher? Si vous vous plaignez, ils vous répondent « c'est le destin italien, il destino italiano », avec un sourire d'une finesse irrésistible. Se moque-t-il d'eux-mêmes? Se moque-t-il de vous? Et vous pardonnez au lampo ces interminables arrêts dans des stations où il attend la correspondance, la coincidenza, laquelle manque toujours. Comment se fâcher de nouveau lorsque l'on se prépare à visiter demain le Palais Rouge et le Palais Blanc à Gênes? Car c'est à Gênes que je me rendais quand Edme Raymond m'accosta. Il y allait aussi. « Voulez-vous que nous fassions route ensemble ?» me demanda-t-il. Et je répondis, tout en le précédant dans le compartiment, un volontiers qui n'était pas très sincère. Non pas que Raymond me soit antipathique. C'est un garçon très fin, quoique avec quelques manières ennuyeuses à mon goût. Et c'est un camarade très sûr. Depuis quelques 20 ans que nous nous connaissons, je ne sais plus trop d'où, je n'ai jamais eu avec lui que des rapports aimables. Il cause gentiment, il a de la lecture et de la culture. Sa fortune lui a permis de voyager et il a beaucoup vu. Edme est un conversationniste à la douzaine. On sait à peu près d'avance que les gens de ce type pensent sur toutes les choses qui font l'objet de la mode dans les salons autour de l'Arc de Triomphe. Mais il y a longtemps que j'ai appris à distinguer dans les bavardages de ce type les opinions, qui ne sont jamais qu'un écho, et les anecdotes qui peuvent être originales. Raymond m'en conta une qui me parut telle et que je voudrais conter à mon tour. Elle appartient à la série des 4 consciences. Quoi qu'en ait écrit Pascal, tout l'intérêt de la vie humaine est dans ses scrupules et dans leurs solutions. Mon compagnon me dit cette histoire comme notre train allait de Novi à Sampierre d'Arena. Sur ces hautes terrasses maçonnées qui serpentent le long de l'étroite vallée où se tord le sauvage Scrivia. Nous avions échangé au hasard de la route bien des propos, quand cette simple question posée par lui, « Où descendez-vous à Gênes ?» provoqua sa confidence. Je lui nommai un hôtel, un peu en dehors de la ville et que j'aime à cause de son grand jardin. « Nous quitterons donc, » me répondit-il. Imaginez-vous que cet hôtel est associé pour moi à un souvenir par trop pénible. Et j'ai la superstition de ne jamais retourner dans les lieux où il m'est arrivé une aventure désagréable. Une aventure, le mot est gros, mais cependant... Et après un silence, voulez-vous que je vous dise cette histoire ? Je désirerais savoir ce que vous auriez fait à ma place. Je changerai les noms. D'ailleurs, vous ne connaissez pas les gens. Il y a de cela 15 ans, commença-t-il, c'était à ma première visite à Gênes. J'étais donc descendu dans cet hôtel pour le même motif que vous. C'était en automne, un admirable octobre de la rivière ligurienne. Le soir, j'étais assis dans un bosquet du jardin du dit hôtel à prendre des notes sur mes impressions de la matinée et de l'après-midi. Le son d'une voix à quelques pas de moi dans une allée dont j'étais séparé par une charmille me fit tressaillir. Une femme parlait, se croyant bien sûre de n'être écoutée d'aucun témoin. Un homme marchait lentement auprès d'elle. La phrase qu'elle prononçait était bien banale, étant donné qu'elle était jeune et qu'il l'était aussi. « Ah, chère chérie, disait-elle, je n'aurais jamais osé rêver cela, être avec toi ici devant cette mer, sous ce ciel, et tant de 12 heures devant nous. 18 encore, puisque mon train part à midi. Et moi non plus, répondait-il. Je n'avais pas espéré que tu pusses te rendre libre, mais soyons prudents.
Rentrons dans l'hôtel. L'appartement est sûr. Ce jardin ne l'est pas. Nous pourrions rencontrer quelqu'un. » « Et qui donc ?» demanda-t-elle. « C'est si bon de respirer cet air, de regarder ce coucher de soleil avec toi. » « J'aurais cependant mieux fait tout à l'heure de suivre mon idée, reprit-il, et de vérifier la liste des voyageurs quand je suis arrivé. »« Mauvais, lui dit-elle d'un ton de tendre reproche. Tu regrettes de ne pas m'avoir volé ces 5 minutes. Oh, si tu m'aimais, tu ne raisonnerais pas tant. Tu n'aurais pas toute cette prudence. »« Mais c'est pour toi, mon aimé, fit-il. C'est à toi que je voudrais à tout prix éviter des ennuis. »« Qu'ils viennent, soupira-t-elle. J'aurais été si heureuse que tout m'est égal ensuite. Tout, tu entends ? Tout. » Ils passèrent ensuite sans m'avoir aperçu. Et maintenant, vous jugerez du degré et de la nature de mon émotion. Dans cette amoureuse qui ne pouvait se retenir de crier ainsi son bonheur, j'avais reconnu la femme d'un de mes amis les plus intimes, le plus intime. Je l'appellerai, pour la suite de mon récit, Charles Routier, et sa femme, si vous voulez, Marguerite. Le complice de ce rendez-vous dans cet hôtel perdu de Gênes m'était inconnu. Vous saurez aussi que le matin de ce jour, étant allé chercher mon courrier à la poste restante, j'y avais trouvé une lettre de Routier lui-même. Il m'écrivait de Paris. Il me racontait que sa femme profitait du petit voyage d'une cousine qui l'avait invité pour passer 15 jours à Florence et à Rome. Il me nommait la cousine avec reconnaissance pour le plaisir qu'elle procurait à sa chère Marguerite. Les Routiers n'étaient pas très riches. Il était, lui, au début d'une carrière d'avocat qui est devenue depuis très brillante. La cousine, au contraire, qui était du côté de Madame Routier, avait 100 000 francs de rente. Je savais cela aussi pour avoir assisté au mariage de Charles en qualité de second témoin. C'était même à cette cousine que je donnais le bras dans le cortège. Il y avait de cela 5 ans, 5 toutes petites années, et aujourd'hui. Les 2 imprudents amants étaient rentrés depuis longtemps dans l'appartement où ils dînaient, sans doute en tête-à-tête, dans cette intimité dangereuse et enivrante qui fait le délice des liaisons cachées. Elles ont tant d'autres côtés de sinistres abaissements. Il faut bien, pour expliquer leur attrait sur des sensibilités par ailleurs délicates, leur reconnaître leur poésie. Moi, j'étais toujours assis à la petite table du jardin en face de mon cahier ouvert, sur la page duquel, je me le rappelle avec la précision singulière de certains souvenirs, était écrite la première moitié du nom du sculpteur Civitali, à propos de son Zacharie. C'est très singulier, mais c'est ainsi. Je ne pourrai plus revoir cette belle sculpture, tant son image reste étroitement associée dans mon esprit aux impressions qui me saisirent là, et qui furent peut-être les plus douloureuses de ma vie. Routier n'aurait pas été mon ami intime, j'aurais éprouvé plus de mélancolie que d'ironie. Mais certaines ironies ne sont-elles pas des mélancolies ? À constater l'écroulement si rapide de ce jeune ménage. Le simple contraste entre la cérémonie nuptiale et ce rendez-vous m'aurait rempli d'une étrange amertume. Mais Routier était mon ami. Il adorait cette femme épousée un peu contre la volonté de ses parents. Je savais qu'il s'accablait de travail pour elle, pour la gâter et la combler. Je savais que, n'ayant pas d'enfant d'elle, il en souhaitait un passionnément. Mettez tout cela ensemble, vous comprendrez le trouble où me jeta cette subite découverte. Cette femme, idolâtrée de la sorte, trahissait mon ami. Depuis combien de temps durait cette aventure ? Où avait-elle rencontré ce jeune homme que je ne me rappelais pas d'avoir jamais vu chez eux ? Quel était le rôle joué par la cousine ? Était-elle de connivence avec Marguerite
Ou bien celle-ci avait-elle trouvé le moyen de tromper sa surveillance comme elle trompait celle de Charles, par un savant alibi? Était-ce la première fois, malgré le tutoiement, ces choses-là ne sont pas impossibles, que les deux amants étaient l'un à l'autre? Qui sait si cet enfant désiré par mon ami avec une passion de paternité dont j'avais reçu la confidence ne serait pas engendré là, dans cet hôtel dont je regardais à travers les arbres du jardin la façade clairement peinte et trouée de fenêtres. Quelles étaient celles qui ouvraient sur l'appartement habité par le couple illégitime? Ces questions se posaient à la fois devant mon esprit et elles finirent par se ramasser toutes dans cet autre. Quel est mon devoir? Il y a un proverbe hindou que vous connaissez comme moi, il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur. La chevaleresque idée qu'il contient est tellement empreinte dans le plus profond de notre être, grâce à une hérédité séculaire, que je commençai par me répondre à moi-même. Mon devoir, c'est de me taire. De me taire. J'aperçus en pensée Charles Routier, tel que je l'avais vu si souvent depuis son mariage, penché sur les dossiers de ses clients et m'accueillant dans son cabinet de travail par ces mots ou d'autres bien analogues. Je n'ai pas le temps de te serrer la main, je déborde d'affaires. Elles augmentent, et notre petite fortune aussi. Quand on a quelqu'un à qui rapporter ses efforts, rien ne coûte. Et il me montrait un masque creusé de fatigue qu'éclairait un sourire heureux. Et pendant qu'il besognait ainsi, se tuant à la tâche pour assurer du luxe à sa femme, celle-ci se faisait faire la cour par un autre. Elle dépensait en toilette pour plaire à un autre cet argent gagné par son laborieux mari. Et moi, ayant entendu ce que j'avais entendu, je supporterais que cette exploitation d'un si honnête homme et si dévoué, par une coquine, continuât. Me taire, c'était une complicité. Et tous les épisodes de ma longue amitié avec Charles me revenant à la fois, je l'aperçus à 10 ans dans sa tunique de collégien, pareille à la mienne, et nos jeux d'alors. Je l'aperçus à 15 ans, et moi auprès de lui, près de Tours, dans un petit séjour de vacances que j'avais fait chez ses parents en province. Nous étions tous deux internes à Louis le Grand. Étions-nous heureux cet été-là d'avoir quitté notre étroit et froid préau de lycée pour la verte plaine où coule la Loire. Je l'aperçus à 20 ans, faisant son service militaire avec moi, puis notre existence au quartier latin quand nous suivions les cours ensemble à la faculté de droit. Toute cette camaraderie, cette fraternité plutôt d'un quart de siècle et plus, se révolta en moi contre cette complicité du silence. Car ce serait bien une complicité. Si jamais les amants commettaient une imprudence, qu'ils furent sur cette voie, leur folle promenade dans le jardin d'hôtel le prouvait trop, oserais-je répondre à Charles, me racontant la perfidie de Marguerite? Je savais tout. Et si je lui répondais cela, ne s'indignerait-il pas contre moi pour ne l'avoir pas averti? Pourtant, l'avertir, dénoncer une femme, était-ce possible? Je devais une lettre à mon ami. Ma plume ne se briserait-elle pas plutôt que d'écrire le récit de ce que je venais de surprendre? Ai-je besoin de vous en dire plus? Vous savez maintenant pourquoi l'hôtel où j'ai passé cette soirée et cette nuit à me débattre contre ce cas de conscience me représente un souvenir insupportable. La sensation que la trahison avait lieu à quelques pas de moi dans ce moment même, que Marguerite était entre les bras de son amant dans une chambre voisine peut-être de la mienne, ajoutait à ce débat moral une horreur physique qui allait jusqu'à la souffrance. Au matin, mon parti était pris. Décidément, non, je ne dénoncerai pas la jeune femme. Charles ne saurait rien. Il ne serait ni le premier, ni le dernier mari trahi à son foyer et vivant tranquille. Aimant cette créature comme il l'aimait, lui en démontrer l'indignité, ce serait lui mettre à la main l'arme du suicide. Plutôt qu'il ignorât tout. Quant à moi,
j'espérais oublier cette apparition d'un hasard si extraordinaire. Marguerite Routhier ne m'avait pas vu. Elle ne savait pas que je savais. Elle ne le saurait jamais. Elle prenait le train vers midi, d'après ce qu'elle avait dit dans l'allée du jardin. Je devais en prendre un en sens inverse, presque à la même heure. Je décidai de reculer mon départ pour ne pas risquer une rencontre avec elle, quoique je fusse bien certain qu'elle se rendrait à la gare toute seule. Il n'était pas probable qu'elle renouvelât la redoutable étourderie de la veille et qu'elle se montrât au dehors avec son amant. J'avais compté sans cette ivresse malsaine du danger qui pousse les amoureux à tout braver à de certains moments. Il y a pour une maîtresse qui chérit passionnément celui à qui elle s'est donnée en secret et tout entière, une volupté inexprimable à marcher appuyée sur son bras, à se comporter avec lui en public, comme si elle était sa femme, à s'afficher enfin. Pourquoi, je ne me l'explique pas, mais appelez-en à vos souvenirs et vous constaterez le fait. On peut le dire, 99 fois sur 100, les catastrophes qui terminent tragiquement tant d'adultères n'ont pas d'autre cause. La plus élémentaire précaution les eût empêchés. Voici un exemple de plus. J'étais sorti de l'hôtel de très bonne heure après cette nuit d'insomnie, avec l'idée de n'y rentrer qu'assez tard, lorsque Marguerite Routhier serait certainement partie pour la gare. Je préférais ne pas la voir, même seul. Après avoir battu la ville au hasard, j'avais fini sur les 11 heures par revenir au Palais Rouge revoir les portraits de Van Dyck. Jugez de mon saisissement à entendre de nouveau résonner dans une des paisibles salles de ce musée désert la voix qui m'avait bouleversé la veille au soir sous les arbres du jardin. La jeune femme était là. J'avais tant appréhendé de la rencontrer, même seule. Ah, si elle avait pu être seule, une voix lui répondait, celle de son compagnon de la veille. J'étais en ce moment devant le portrait célèbre de la marquise Paola. Vous vous souvenez, elle tient dans sa main blanche un œillet rouge et porte une robe d'un vert presque noir. Les amants s'approchaient. Je le devinais à leur voix. Ils se disaient vous, maintenant. Cette petite prudence était pour le cas qu'ils considéraient évidemment comme très improbable, où quelqu'un de leur connaissance se trouverait là et les écouterait. Ils pourraient toujours justifier leur promenade en tête-à-tête en parlant d'une rencontre due au hasard. Tout à coup, ils se turent. Avec l'extrême acuité des sens qui se développent en nous à de certaines minutes, je distinguai soudain le bruit d'un chuchotement. Il venait de changer de ton. Marguerite m'avait vu et reconnu. Sans aucun doute, elle disait à son amant ces mots, pour elle terribles, « un ami de mon mari ». Cependant, elle ne se sauvait point. Les deux pas se rapprochaient toujours, et leur bruit sur le parquet rendait comme plus perceptible le silence des voix. Toujours immobile, les yeux fixés sur la toile, les bras croisés, dans une attitude de contemplation absorbée, je me demandais, dois-je me retourner? Ne vaut-il pas mieux lui éviter et m'éviter cette épreuve? C'est bien invraisemblable pourtant que je demeure ainsi sans bouger. J'aurais par trop l'air de l'avoir vue et de ne pas avoir voulu la voir, ce qui est une insulte indiscutable. Car ne pas vouloir la voir, c'est admettre qu'elle est dans une compagnie clandestine. La saluer, c'est lui donner l'occasion de s'expliquer, d'inventer une excuse à laquelle je pourrais paraître croire. Je raisonnais ainsi, et je continuai à ne pas remuer la tête. Le couple s'arrêta derrière moi. Évidemment, la pauvre femme se demandait si je jouais un rôle. Elle ne se décidait pourtant pas à m'aborder la première. Avec ce courage que déploient les femmes pour se défendre leur bonheur, elle osa parler tout haut afin de me forcer à me retourner. « Vous avez raison, monsieur, dit-elle.
cette peinture est la plus belle de cette galerie. Je vous suis bien reconnaissante de me l'avoir montrée et très heureuse que le hasard m'ait fait vous rencontrer. J'espère vous revoir à Paris. Maintenant, je dois rentrer un peu vite pour ne pas manquer mon train. » Il était impossible, à moins d'être sourd, que je ne l'entendisse pas. Et je ne me retournai toujours point. Marguerite Routhier hésita une seconde. Puis elle s'éloigna comme si elle ne m'eût pas aperçu non plus. Et son petit discours n'avait été prononcé que pour moi. Le jeune homme la suivit après quelques instants, durant lesquels je persévérai dans ma déraisonnable attitude de contemplation hypnotisée devant la dame peinte par Van Dyck. Quand le pas de l'amant de madame Routhier se fut éloigné, lui aussi, et que je recommençai de marcher, je tombai dans un état de remords que je renonce à vous décrire. En affectant comme j'avais fait de ne pas voir Marguerite, je lui avais appris aussi clairement qu'avec les paroles les plus nettes que je la croyais coupable. Et de quoi? Nul doute qu'en rentrant à l'hôtel, la première action du jeune homme ne fut de consulter le tableau des voyageurs. Il y verrait mon nom. Il conclurait la vérité que j'avais découvert leur présence dans ce logis de passage. Pour ne pas m'être détourné dans la galerie du Palais Rouge, il fallait que je n'eusse pas été surpris par notre rencontre. Sans cela, le saisissement m'eût arraché un geste. Le plus sûr résultat était que je ne pouvais plus, aux yeux de la femme de Charles, paraître ignorer sa liaison. Elle savait que je lui savais un amant, et elle savait que je le savais. Quelle contenance allions-nous avoir l'un vis-à-vis de l'autre? J'avais eu l'horreur d'une complicité. J'y étais acculé maintenant. Quand un coupable tient de nous-mêmes la preuve que nous connaissons sa faute et que nous le protégeons par notre silence, il a le droit de nous considérer comme étant de connivence avec lui. Combien il eût été plus sage de me prêter à la comédie à laquelle m'invitait sa phrase. Si je m'étais retourné, tout simplement, elle m'aurait présenté son compagnon en me déclarant l'avoir retrouvé à Gênes par hasard. Elle en aurait écrit à son mari, moi de même. Au lieu de cela, maintenant, il lui faudrait à elle se taire vis-à-vis de Charles pour ne pas contredire ce que je dirais moi-même à mon ami, si je lui disais quelque chose. Nos relations étaient à jamais empoisonnées par la sottise que j'avais eue ou le scrupule. Cette apparente discrétion était plus accusatrice que tout au monde. Le premier effet de cette situation radicalement fausse fut de me rendre impossible, pendant les 12 jours que dura encore mon voyage, la réponse à la lettre du mari trahi. Pour la première fois peut-être depuis notre jeunesse, je demeurai 2 semaines sans demander à Charles de ses nouvelles et sans lui donner des miennes. Rentré à Paris, je restai encore 2 autres semaines sans prendre sur moi de lui faire une visite. Je me rendais bien compte que cette abstention était encore plus déraisonnable que ma conduite dans les galeries du Palais Rouge. Charles ne pouvait pas ne pas s'en étonner. Il me demanderait des explications. J'étais très résolu, cependant, à ne pas lui dénoncer sa femme. Quel sens avait donc ce recul de ma visite? Je me raisonnais, et puis l'idée de m'associer au plus atroce outrage que cet homme pût recevoir arrêtait mes pas, tant et si bien que j'étais seul chez moi un jour, en train de me demander à quel moment je reprendrais des relations plus difficiles à chaque allongement de ce retard, quand mon domestique vint m'annoncer qu'une dame désire me parler. Je dis qu'on la reçoive, et je vois entrer dans mon salon Marguerite Routhier en personne. « Je suis perdue », me dit-elle. Ce fut son premier mot. Sans autre explication et brusquement, comme affolée, elle continua. « Le hasard a mis mon secret entre vos mains. Vous ne m'avez pas trahi auprès de Charles, je le sais.
C'est à cause de cela que vous ne revenez plus chez nous. Je le sais encore. Mais vous avez du cœur. Vous aurez pitié d'une malheureuse. Je vous répète que je suis perdu. Je suis enceinte. Ce n'était plus la complicité passive que la malheureuse me demandait. C'était la complicité active. Elle était rentrée d'Italie il y avait 3 jours seulement. À des signes trop certains, elle avait compris qu'elle était enceinte depuis 1 mois. Je dois ajouter ce qu'elle m'avoua encore avec des sanglots. Depuis qu'elle avait un amant, elle avait prétexté des désordres de santé pour vivre séparée de son mari. Cette maternité la surprenait comme une menace plus terrible. Alors que j'étais là, moi l'intime, presque le frère de ce mari, pour raconter ce que j'avais vu. Elle avait pensé à se sauver avec son amant. Elle venait de tenter auprès de lui une démarche qui ne l'avait que trop éclairé sur la nature des sentiments que lui portait cet homme. Elle avait pensé au suicide. L'instinct de la conversation l'avait emporté. Dans son délire, elle avait couru chez moi parce que je savais son secret, comme elle me l'avait dit, pour implorer de ma pitié. Elle venait me supplier de l'accompagner chez un médecin pour arrêter cette grossesse révélatrice. Avouez tout à Charles plutôt. Vous séparerez, vous aurez votre fortune, vous trouverez un moyen de divorcer. À mesure que je lui parlais, elle se calmait un peu. Le lendemain, toutes mes hésitations à retourner dans la maison étaient, comme vous pensez, dissipées. J'étais chez Charles Routier dès les 10 heures. J'étais sûr de le trouver à ce moment-là. Son accueil joyeux me prouva qu'il ne soupçonnait rien du drame dont son foyer était le théâtre. « Je ne devrais plus te reconnaître, » me dit-il gaiement. Qu'est-ce que signifie cette conduite ? Marguerite n'en revient pas. Elle m'est rentrée d'Italie, ravie de son voyage, mais voyons, que s'est-il passé ? Une amourette, je pense. Tu ne te décideras donc pas à Tranger, et pourtant, le bonheur est dans le mariage. Il n'est que là. Tu peux m'en croire. Je vous passe les raisons que je donnais à cet homme abusé pour justifier et mon silence et mon absence. Le soir même, je dînais chez lui à côté de la désespérée de la veille, dont le visage impénétrable paraissait avoir complètement oublié la crise de passion qu'elle traversait et l'affreux danger qui la menaçait. Je compris quelle solution, trop facile à prévoir, elle avait donnée à ce tragique problème en recevant de Charles, 1 mois plus tard, un autre aveu. J'avais dîné chez lui et nous fumions en tête-à-tête. Mon ami, je suis bien heureux. Mon rêve va se réaliser. J'ai des espérances d'être père. Moins de 8 mois après, un garçon naissait dont le prétendu père m'annonçait le poids avec un orgueil dont je ne pensais pas à sourire. Oui, mon ami, ici un chiffre de kilos extraordinaire. Et avant terme, à 7 mois et demi. C'est admirable. J'avais peur, le docteur m'a rassuré. C'est un médecin de premier ordre. Marguerite a eu son adresse par hasard d'une de ses amies à son retour d'Italie. Entre nous, elle avait été bien souffrante et je n'espérais plus être père. Cela dépendait d'un rien, quelques petits soins qu'il lui a indiqués. Encore une fois, je suis bien heureux. Pendant qu'il me parlait, je me sentais défaillir de honte. N'étais-je pas un de ceux qui s'étaient coalisés pour maintenir l'atroce illusion où il allait désormais vivre et vieillir? Avais-je eu raison ou tort de ne pas parler tout de suite? Avais-je raison ou tort de me taire maintenant? Après bien des années, je me le demande toujours sans pouvoir me répondre. Ai-je eu tort ou raison de tenir sur les fonds baptismaux cet enfant dont je savais la véritable parenté?
Ce n'est pourtant pas un filleul qui m'ait causé, ni qui doive jamais me causer beaucoup d'embarras. Moins de 6 mois après sa naissance, sa mère a trouvé le moyen de me brouiller avec Charles. Je n'ai pas cherché à empêcher cette brouille. Aller dans cette maison m'était trop pénible. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne vous accompagnerai pas à cet hôtel de Gênes. Faut-il que j'avoue que moi non plus, par sympathie pour Edme Raymond, je ne suis pas descendu à cet hôtel cette fois-là. Je me suis souvent demandé depuis ce que j'aurais fait à sa place, comme il m'avait dit. Envers un véritable ami, un tel silence est coupable. Et parler est si cruel. C'est la preuve qu'il faut toujours ignorer certains secrets. Le plus sage parti dans la vie est de fermer ses yeux et ses oreilles pour ne rien apprendre des fautes d'autrui. C'est la seule manière d'en demeurer tout à fait pur. Et ce n'est pas toujours aisé. Bonne nuit. Bonne nuit.